Bonjour tout le monde, je te remercie Claire pour cette invitation. Je remercie aussi le professeur Pape Samba Diop pour sa présence qui nous honore et aussi M. Mbaye Gueye. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Senghor. Et quand je dois parler de Senghor, forcément, je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau sur Senghor? Et la réponse à cette question nous est fournie d'une part par l'œuvre senghorienne elle-même et d'autre part par l'actualité de la réflexion critique. En effet, la grandeur et la profondeur de l'œuvre poétique senghorienne font qu'elle se prête à une infinité de lectures qui se croisent, qui s'entrecroisent, qui se complètent, qui s'opposent, mais qui, en fin de compte, s'enrichissent toujours. Aujourd'hui, l'omniprésence du discours écologique et la place toujours grandissante que les problématiques liées à la nature occupent dans la littérature nous autorisent à une relecture de la poésie de Senghor. Celle que nous proposons aujourd'hui, c'est-à-dire la relecture que nous proposons aujourd'hui, à travers le titre « Poésie, écologie et décolonialité chez Senghor », se veut une analyse écopoétique de l'œuvre senghorienne qui s'appuie sur les théories de la décolonialité. Pour ce faire, nous allons commencer par un rappel définitionnel de quelques notions que nous jugeons clés. Ensuite, nous parlons de la pensée africaine comme fondement d'une écriture poétique de la nature. Et enfin, nous essayerons de voir les différentes manifestations d'une écologie décoloniale dans la poésie de Senghor. Pour en venir à la définition de quelques notions, nous essayons de redéfinir rapidement la poésie senghorienne, ensuite ce que c'est que l'écologie, ensuite ce que nous entendons par colonialité, décolonialité et écologie décoloniale. Nous commençons par la poésie senghorienne. La poésie senghorienne s'inscrit dans un contexte historique, celui de la colonisation, et dans un mouvement artistique, la négritude. La négritude, pour l'appel, est un mot forgé par Césaire à partir du mot nègre. Ce choix du mot nègre est très important, nous y reviendrons. Et nous allons donner les trois définitions de la négritude, trois définitions données par les pères fondateurs de cette négritude. D'abord pour Senghor. Pour Senghor, la négritude, c'est l'ensemble des valeurs culturelles du monde noir telles qu'elles s'expriment dans la vie et à travers les œuvres des Noirs. Dans cette définition, nous retenons valeurs culturelles du monde noir. Nous retenons vie, nous retenons œuvre. Aimé Césaire, le fondateur du mot, dit « La négritude est la simple reconnaissance du fait d'être noir, l'acceptation de ce fait, de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture. » Dans la définition césarienne, je retiens reconnaissance, je retiens acceptation. Enfin, Damas définit brièvement la négritude. Il dit tout simplement, c'est le fait de défendre sa qualité de nègre. Et j'insiste sur deux mots, défense et qualité de nègre. Dans la pensée de ces pères fondateurs, derrière l'appropriation du mot nègre, il y a une forme de récupération d'un imaginaire pour le revaloriser. Qu'est-ce que j'entends par là? Je veux dire que ici, il y a une sorte de renversement de la honte en fierté. Le mot nègre qu'on a jeté comme une insulte, il le récupère pour le revaloriser. Césaire dit, puisque nous avions honte du mot nègre, nous avons repris le mot nègre pour nous exprimer. Et c'est exactement ce que Jean-Paul Sartre écrit dans Orphée Noir. Il dit, le nègre ne peut nier qu'il soit nègre, ni réclamer pour lui cette abstraite humanité incolore. Il est noir. Ainsi est-il acculé à l'authenticité. Insulté, asservi, il se redresse. Il ramasse le mot nègre qu'on lui a jeté comme une pierre. Il se revendique comme noir, en face du blanc, dans la fierté.
Le nègre ne dit plus « je suis nègre, mais fier », il dit « je suis nègre et fier ». Il n'y a pas d'opposition entre le fait d'être nègre et la fierté. Ce choix nous paraît donc très significatif quant à la perspective décoloniale dans laquelle nous nous inscrivons pour lire aujourd'hui les textes de Senghor. Ce qui nous mène à parler de son aventure poétique, de la poésie de Senghor. L'aventure poétique senghorienne, nous n'allons pas le résumer, nous allons juste parler de son début et de sa fin. Elle commence en 1945 avec la parution des Chants d'ombre et se poursuit jusqu'en 1990 avec la parution de l'œuvre poétique qui regroupe tous les recueils publiés par Senghor et certains poèmes qui n'étaient pas parus dans ces recueils et une élégie pour Philippe Maguilène Senghor qu'il a écrit après la parution des élégies majeures. Qu'est-ce que l'écologie? Nous n'avons pas inventé la roue, nous reprenons des définitions que tout le monde connaît. Des racines grecques, oikos, maison, habitat, et logos, discours, parole, science, l'écologie peut se définir comme, littéralement comme, l'étude de l'habitat. De manière plus large, l'écologie étudie les relations entre les êtres vivants, les humains, les animaux, les végétaux, et les milieux organiques ou inorganiques dans lesquels ils vivent. Qu'est-ce que la décolonialité? Nous ne pouvons définir la décolonialité sans passer par la colonialité. Le terme colonialité désigne l'articulation planétaire d'un système de mouvement, l'articulation planétaire d'un système de pouvoir occidental qui a survécu au colonialisme et qui repose sur l'infériorisation des lieux, des groupes humains, des savoirs et des subjectivités non occidentales et l'exploration des ressources et des forces vives. Quand on dit que la colonialité a survécu à la colonisation ou bien au colonialisme, c'est que tout simplement la colonisation, qui est une domination politique, une domination économique, une domination culturelle, a pris fin, entre guillemets, après les indépendances. Mais l'idéologie coloniale, la pensée, elle est restée dans ce qu'on a appelé le néocolonialisme. Et cette pensée-là, elle perdure à travers le fait que l'Europe est considérée comme le centre du monde, tout se pense à partir de l'Europe, et l'Europe se donne le droit de penser les autres humains, de penser la nature, de penser les choses, et ne donne à personne l'autorisation, le droit de la penser, cette Europe. La colonisation, nous l'avions dit, est domination politique, exploitation économique, mais surtout domination culturelle. Sous le couvert d'une mission de civilisation, qui est en réalité une inoculation de la peur et du complexe d'infériorité, une dépersonnalisation, voire une déshumanisation, et même une invisibilisation, comme l'écrit Césaire dans son cahier de retour au pays natal. Parlant des Noirs, des nègres, il dit « ceux qui se sont assoupis aux agenouillements, ceux qu'on domestica et christianisa, ceux qu'on inocula d'abattissement, excusez-moi, donc d'abattardissement, voilà. Donc je reprends la citation de Césaire. Ceux qui se sont assouplis aux agenouillements, ceux qu'on domestica et christianisa, ceux qu'on inocula d'abattardissement. La décolonialité, donc, maintenant, nous arrivons au terme, c'est d'abord et avant tout la traduction d'un concept espagnol pensé et construite à la fin des années 1990, début 2000, en Amérique du Sud, autour du groupe Modernité-Colonialité. La démarche décoloniale se caractérise par une double dimension. Elle montre la modernité européenne comme étant intrinsèquement coloniale. Donc, la modernité européenne révèle que la colonialité, révèle que nous avons dépassé l'ère coloniale, mais l'esprit est toujours là. Elle entend aussi développer
des manières de vivre et de penser le monde qui mettent à égalité toutes les humanités et non pas celles qui se réclament d'un universalisme abstrait, eurocentrique et excluant. De là, nous passons à ce que nous appelons ici l'écologie décoloniale. Qu'est-ce que l'écologie décoloniale? Elle peut se définir comme un mouvement intersectionnel qui articule la confrontation des enjeux écologiques contemporains avec l'émancipation de la fracture coloniale. Là, je cite Malcolm Ferdinand. Il s'agit de penser l'écologie d'une manière non eurocentrée, à partir de, je peux dire ici, de la périphérie et non du centre que, entre guillemets, constitue l'Europe. Après ce rappel définitionnel de quelques notions qui nous paraissent claires dans notre exposé, nous passons à la pensée africaine qui fonctionne comme ici le fondement de l'écriture de la nature dans la poésie senghorienne. Dans un poème intitulé « À la mort », que nous pouvons retrouver dans Chant d'ombre, Senghor écrit « Je sais que je bondirai comme l'annonciateur, que je manifesterai l'Afrique comme le sculpteur des masques aux yeux, au regard intense, que reviendra sur l'herbe, mêlant sa voix grave au cœur de l'aube, la femme visage noir et tête fauve. » Djali, c'est-à-dire chante de l'Afrique, telle est la mission qu'il s'assigne. Les théoriciens de la négritude commencent donc par dire l'homme africain, par dire sa personnalité. Pour Senghor, la puissance d'émotion est l'évoratrice de la personnalité nègre, de la personnalité africaine. La sensibilité de l'homme noir, son émotion font sa particularité. L'homme noir, écrit-il dans ce que l'homme noir apporte, Liberté 1, vit dans et avec la nature. Il s'y meut, il s'y abandonne dans un abandon qui devient besoin, attitude active de communion. Et moi, j'y ajoute, voire d'identification. L'homme noir s'identifie à l'objet, l'homme noir s'identifie à la nature. Le poète de Osseu Noir exprime ce besoin de vivre avec et dans la nature quand il rappelle à sa mère, « Mère, oh, j'entends ta voix courroucée. Voilà tes yeux courroucés et rouges qui incendient nuit et brousse noire comme au jour jadis de mes fugues. Je ne pouvais rester sourd à l'innocence des conques, des fontaines et des mirages sur les tannes. » C'est ce dernier verset qui m'intéresse. Quand le poète dit « Je ne pouvais rester sourd à l'innocence des conques, des fontaines et des mirages sur les tannes. » Sur cette base, donc, sur cette conception du monde chez l'Africain, il oppose ce qu'il appelle la raison étreinte ou raison intuitive du nègre à la raison œil ou raison discursive de l'homme, de l'Européen classique. C'est un terme que Senghor utilise. Il écrit « Au contraire de l'Européen classique, le néo-africain ne se distingue pas de l'objet. Il ne le tient pas à distance. Il ne le regarde pas. Il ne l'analyse pas. Il le touche, il le palpe, il le sent. » Et le mot « sentir » est très important dans son vocabulaire. Et ce mot « sentir » n'a pas le même sens en français qu'en wolof. En wolof, par exemple, on peut parler d'une personne, on peut dire à une personne que je te sens. On peut dire qu'une personne, c'est quelqu'un qui sent. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, je ne sais même pas comment dire en français, développe un certain sentiment, qui aime les autres, qui aime être au service des autres, qui se sent en communion avec les autres. On dit « dafa yek nit ». C'est une expression qui n'existe pas en français. Donc, le nègre se définit essentiellement par sa faculté d'être ému. Mais ce qui émeut le noir, ce n'est pas seulement l'aspect extérieur de la chose, ce n'est pas l'aspect extérieur de l'objet. C'est la réalité, ou mieux, sa surréalité. Une surréalité qui est en fait sous-réalité parce que qui est à l'intérieur. L'eau émeut, non pas parce qu'elle lave, mais parce qu'elle purifie. Le feu
à cause de sa puissance de destruction, non pas à cause de sa chaleur ou de sa couleur. La brousse qui bride et qui reverdit, c'est la mort et la vie, car l'aspect extérieur n'est que le signe de l'essence de l'objet. C'est dire que le nègre est un mystique. D'autres diront que c'est un animiste. Le surréel l'atteint, mais avec une telle violence essentielle qu'il quitte son moi pour adhérer à l'objet, pour le connaître en s'identifiant à lui. Donc c'est la meilleure forme de connaissance. La meilleure forme de connaissance, ce n'est pas tenir la chose à distance, tenir l'objet à distance, mais c'est de s'identifier à l'objet, de devenir l'objet. En d'autres termes, en Afrique, être au monde, être dans la nature, ce n'est pas être une chose, être un être dans la nature, mais c'est se sentir chez soi parmi les autres. C'est de se sentir pierre avec les pierres, se sentir arbre avec les arbres, se sentir plante avec les plantes, se sentir eau dans l'eau, se sentir vent dans le vent. La poésie senghorienne, donc, parce que fonctionnelle, prend en charge cette pensée qui suggère une cohésion entre l'homme, entre l'humain et le non-humain. Donc nous voyons ici qu'avant même d'aborder le texte poétique senghorien, avant même d'aborder ses poèmes, l'on dispose d'indices sur l'orientation majeure de son œuvre poétique. Les mondes végétal et animal, la terre, les oiseaux, les pierres, etc., s'annoncent comme des acteurs à part entière. Ce ne sont pas des choses inertes, ce sont des acteurs. Au centre de sa poésie est la nature, celle vierge ou celle que l'homme a travaillée, mais qui ne le place pas pour autant au sommet d'une quelconque hiérarchie. Cela ne va pas dire que l'homme dans la nature n'use pas de la nature, il en use, il utilise des éléments de la nature, mais il les utilise dans un rapport non plus de supériorité, mais d'égalité, dans la stricte dimension de ce dont il a besoin, et même dans un système qui est un système de commerce et d'échange, de négociation. L'homme négocie avec les éléments de la nature pour l'habiter, pour la cultiver, pour l'utiliser comme médicament, etc. Ce qui nous mène à la troisième étape de notre réflexion, à voir la nature dans la poésie senghorienne, comment cette présence-là est une déconstruction des piliers de la colonialité. Et cela, nous allons essayer de le voir rapidement à travers une expérience sensorielle de la nature, la représentation de relations horizontales entre l'homme et les éléments de la nature, la sacralisation de la terre et des eaux, et un élément qui nous paraît pour nous fondamental, c'est le village, la représentation de l'espace villageois, comme l'antimodernité coloniale. Pour en venir à cette expérience sensorielle de la nature, Senghor rappelle dans la postface d'Éthiopie le lien de sa poésie avec ce qu'il appelle son royaume d'enfance. Et puisqu'il faut m'expliquer sur mes poèmes, écrit-il, je confesserai encore que presque tous les êtres et les choses qu'ils évoquent sont de mon canton. Quelques villages sérères perdus parmi les tannes, les bois, les bolons et les champs. Il me suffit de les nommer pour revivre le royaume d'enfance. Et le lecteur avec moi, je l'espère, à travers des forêts de symboles, comme les Lamantais vont boire à la source. La lecture de ce passage donne à définir la poésie senghorienne, ou bien à comprendre la poésie senghorienne comme une greffe du verbe sur l'environnement. Et cette poésie est tellement greffée dans l'environnement, que dans la nature, qu'elle emporte les marques. Et ici, il s'agit de l'environnement qui a bercé l'enfance du poète de Joal, et qu'il appelle l'environnement d'enfance. Mais au-delà de cet espace-là, le royaume d'enfance s'étale à tout le Sénégal, à toute l'Afrique, dans la représentation senghorienne. Et la poésie senghorienne est remplie de références à tous les éléments de la nature. Nous avons relevé près de 70 espèces végétales, 16 espèces de la faune aquatique, 39 espèces de faune aérienne,
et autour de 50 espèces de la faune terrestre dans l'œuvre poétique senghorienne. Entre tous ces éléments maintenant, et entre l'homme et ces éléments, se tissent et se multiplient des réseaux de relations. Cette poésie retrace d'abord une expérience vécue sur tous les plans à la fois. La nature y est à voir, la nature y est à sentir, la nature y est à toucher, la nature y est à entendre. Et en retour, c'est ce qui importe, dans la perspective que nous abordons aujourd'hui, cette nature-là, elle voit. Cette nature-là, elle sent. Cette nature-là, elle écoute. Cette nature-là, elle parle. Et même quand elle ne parle pas, elle parle. Et Senghor nous dit, écoutons son silence rythmé. Le silence rythmé de la nature, dans Nuit de Cine, nous y reviendrons. Comme l'écrit Jacques Manandjara, tout y apporte sa part et sa note. Dans la poésie senghorienne, tout y apporte sa part et sa note. Terre, bête, plante, eau, arbre, firmament. Le poète noir voit plus loin et va plus loin. Il regarde au-dedans et au-delà du spectacle. Il n'entend pas que l'envers lui dissimule le revers. Donc il voit au-delà de l'objet, il va au-delà de ce qui apparaît pour voir ce qu'il y a derrière et qui est plus important, comme nous l'avons vu normalement dans la poésie française avec les surréalistes. Dans une perspective décoloniale, Senghor traduit une expérience sensorielle de la nature. Il garde en souvenir ses compagnons, je le cite, lisses et nus et parés de fleurs de la brousse. Donc, vous voyez, ce contact-là avec la nature dans l'appareil le plus naturel, en faisant allusion à ces jeunes bergers avec qui il jouait dans la forêt. Il entend le résonnement du tam-tam des tannes. Il sent l'odeur vierge des terres. Et un poème, Ta lettre, qui figure dans Lettres du Vernage, nous fournit vraiment un exemple, entre guillemets, parfait de ce contact-là avec la nature, de ce lien qu'il y a entre le poète et la nature, de ce rapport, de cette expérience sensorielle avec la nature. Il écrit « Je marche sur la plage à Joal, Popenguine ». Ce mot m'intéresse parce qu'en fait, pour qui connaît le Sénégal, Joal et Popenguine sont deux localités différentes. Mais il les confond en un seul mot, Joal-Popenguine. Le sable sous la paume de mes pieds, le baiser de la terre maternelle. Joie de la marche dans le sable blond qui déboule soyeux. Plaisir des muscles qui jouent libres aux plages de l'Éden. Joie de la nage dans l'eau tiède et le placement primordial. Joie de nager, la bouche ouverte à l'eau et au sel. Puis de nouveau marcher, me perdre jusqu'aux raisins marins, aux cerisiers, aux cerise sauvages. Ici, nous voyons comment le poète confond ce contact-là avec la terre, ce contact avec l'eau, comme cette forme de retour à l'origine. Dans le même ordre d'idée, la nature n'est pas séparée de la culture. La nature est fortement culturelle. Comme les humains, les animaux, les végétaux et autres éléments qui habitent la nature ont une culture. D'où l'intérêt, dans une approche écopoétique, d'interroger les formes poétiques par lesquelles Senghor fait parler le monde végétal et animal. L'humanisation de la nature que Senghor évoque dans Liberté 1 est lisible dans tous ces recueils poétiques. Je donne quelques exemples. Les baobabs du Cayor et du Baol se tordent d'angoisse. Les toits des cases dialoguent avec les étoiles. Le vers dans Nuit de Cine, on se rappelle, le poète dit « Les toits des cases luisent tendrement, que disent-ils si confidentiels aux étoiles ?» Pour quelqu'un qui connaît cette atmosphère villageoise de la nuit, en pleine lune, où on voit les cases sombres et qui semblent être en contact avec le ciel, la lecture de ces versets nous ramène carrément dans cette atmosphère-là. Donc, les toits des cases dialoguent avec les étoiles.
Les rogniers sont des symboles de beauté. Le cri sauvage du soleil fait tressaillir la terre qui tend ses seins durs pour frémir. Les caïcédras s'émeuvent. Et l'humanisation de la nature se donne plus à voir quand le poète évoque la terre et les eaux. On pourrait écrire une thèse sur chacun de ces éléments. La terre dans la poésie senghorienne, comme les eaux dans la poésie senghorienne. Tellement il y a des choses à dire, tellement il y a des choses à analyser. Dans une conception informée par la vision africaine, la terre et les eaux sont féminisées. Elles sont vie et donnent vie. La mythologie sérère féminise la terre sous le nom d'Adna Koumba Ndiaye. Un grand respect lui est voué. Le nouveau-né, par exemple, doit tomber sur le sol afin d'être vivifié par ce contact tellurien. Le mourant demande à être déposé sur la terre-mère. Donc la terre fonctionne en même temps comme berceau et comme tombeau. C'est le révérend père qui nous explique cela dans le symbolisme sérère. Donc le révérend père Henri Gravran. Et le poète de s'écrier « Ils les nègres » sont les hommes de la danse dont les pieds reprennent vigueur en frappant le sol dur. Comme la terre, l'eau est féminisée et considérée comme une mère. Élégie des eaux, le poème Congo permet de passer en revue tous les attributs de l'eau comme source de vie, comme purificatrice, comme mère, comme source d'amour, etc. Ces deux éléments, dans une représentation senghorienne qui révèle une vision du monde différente de celle véhiculée par un certain cartésianisme européen, permettent d'aborder un aspect essentiel de la pensée sérère et africaine, et de manière générale, le monde invisible des ancêtres. En effet, la terre qui est en même temps berceau et tombeau, en reprenant ses enfants dans la chaleur de ses entrailles, facilite leur intégration à l'origine et par là même le contact avec l'esprit et les ancêtres. Donc, ici, la terre sert de relais entre le monde des vivants et le monde des ancêtres. Les cours d'eau, de manière générale, sont des lieux privilégiés pour entrer en contact avec les divinités. Et on voit que dans la mythologie entre guillemets africaine, dans la mythologie sénégalaise, presque toutes les déesses, toutes les divinités marines ont des noms féminins. Kumba Bang, Kumba qu'on nous trouve déjà, j'ai parlé tout de suite de Adna Koumba Ndiaye, on retrouve Kumba Kastel, Kumba Lamba, Kumba Bang, toutes les divinités marines sont des divinités qui sont féminisées. Cette place de la nature dans la pensée africaine justifie les griefs contre la colonisation qui est destructrice de la nature et qui exploite plus que de raison les ressources. Pire, la colonisation est cosmocidaire, comme l'écrit Sonu Labutansi, parce qu'elle ne s'arrête pas à détruire la nature, mais derrière la nature, la colonisation détruit tout un cosmos, détruit toute une relation, toute une manière de penser, tout un réseau de relations entre l'homme et la nature, mais aussi entre les éléments de la nature. Et il écrit, les mains blanches qui abattirent les rogniers qui dominaient l'Afrique, au centre de l'Afrique, elles abattirent la forêt noire pour en faire des traverses de chemin de fer, elles abattirent les forêts d'Afrique pour sauver la civilisation. Donc c'est au nom de la civilisation, au nom de la modernité, que la nature est détruite. Porte-parole de l'Afrique, Senghor accuse les chrétiens, c'est son terme, et entend par là l'Europe, d'avoir éclairé leur bivouac avec ses parchemins, les parchemins de l'Afrique, avoir torturé ses talibés, avoir déporté ses docteurs et ses maîtres de sciences. Là, nous sommes dans une vision clairement décoloniale. C'est-à-dire, un des piliers de la décolonialité, c'est que la colonialité, c'est une agression contre, c'est une manière de repenser le monde, mais en infériorisant toutes les autres formes de pensée, en les éliminant, en les détruisant à la rigueur, donc à la limite. Donc c'est tout naturellement donc que le poète de Chandon applaudit
au vide des magasins autour de la haute demeure. C'est tout naturellement qu'il célèbre la faillite du commerçant, signe du capitalisme. C'est tout naturellement qu'il désire ressusciter la rumeur des troupeaux dans les hennissements et les mugissements, la caravane des ânes et des dromadaires dans l'odeur du mil et du riz. C'est tout naturellement qu'il veut ressusciter ses vertus terriennes. Donc, retour à la terre, retour au contact entre l'homme et la nature. Toujours dans cette entreprise poétique que nous considérons comme visant à détruire les piliers de la colonialité, le poète de Joal, et c'est par là que nous allons terminer notre exposé, choisit de représenter le village comme le symbole de l'antimodernité coloniale. En effet, dans l'idéologie coloniale, le village, c'est ce qui s'oppose à la modernité. Parce que un des aspects aussi de la colonisation, c'est que la colonisation a changé le rapport à l'espace, avec une dichotomie ville-village, quartier des Blancs, quartier des Noirs, et en créant de nouvelles frontières. Et Kourouma le met bien en scène, en récit dans Les Soleils des Indépendances, en montrant comment ce prince-là retrouve son royaume à cheval sur 2 pays après la colonisation. Alors que lui, le royaume qu'il occupait est à cheval sur ces 2 pays-là, et qui est obligé, voilà, de présenter une pièce d'identité pour passer d'une frontière à l'autre. Donc ici, un retravail sur les espaces, un retravail sur les frontières. Et en même temps, à l'intérieur des pays, à l'intérieur des États, nous avons une bipartition de l'espace. Il y a toujours l'espace du colonisé et l'espace du colonisateur que nous retrouvons dans des romans comme Une vie de boy, dans des romans comme Ville cruelle, dans les romans comme Le vieux nègre et la médaille, et que nous retrouvons aussi dans Les Soleils des Indépendances. Donc il y a un nouveau rapport à l'espace et qui change carrément la manière de vivre des Africains. Donc le village, c'est ce qui s'oppose à la modernité, le lieu où il n'y a pas de vie, n'est-ce pas? Dans Nuit de Cine, Senghor donne une toute autre image du village. Et à ce sujet, avant de donner l'exemple de Nuit de Cine, même dans le professeur Pape Samba Diop pourra confirmer après, même dans l'imaginaire oral, se développent des textes qui valorisent l'espace urbain, l'espace de la ville au détriment du village, pour montrer un peu comment la colonisation entre à une dimension culturelle forte. Et je dis souvent que la dimension culturelle, la domination culturelle, elle est pire que la domination territoriale, elle est pire que la domination économique. Parce que la domination territoriale peut s'arrêter un jour. La domination économique peut s'arrêter, mais la domination culturelle, elle est profonde. Quand on va jusqu'à produire, la tradition orale, produire des textes pour la survalorisation de la ville au détriment du village, ça montre comment l'action coloniale est entrée et ancrée dans les mentalités. Et en disant cela, je pense au récit qui souvent présente le villageois comme un être qui ne sait rien, qui ne sait rien à la vie, qui est arriéré, voilà, qui vient en ville et qui découvre des choses et qui voilà, s'émeut, voilà, qui est enchanté. Voilà, on dit souvent dans les contes, il était une fois, elle a toujours été ainsi, un villageois qui vient à Dakar un jour. Donc le villageois a toujours le mauvais rôle et le Dakarois, c'est celui qui sait, qui lui montre comment on fait. Et récemment, d'ailleurs, au Sénégal, il y a eu, quand je dis récemment, il y a eu près d'une dizaine d'années, lors d'une campagne électorale, un sketch bien publicitaire, commandité par l'État, avait créé un débat. Parce qu'on montrait un villageois qui ne savait rien et un citadin qui venait lui expliquer comment on devait faire pour s'inscrire sur les listes électorales, comment on devait faire pour voter, etc. Et le pire maintenant, c'est que le villageois, elle avait un accent d'une ethnie. Il avait un accent sérère et le citadin avait un accent wolof. Pour montrer un peu, voilà, comment la colonisation peut travailler. Parce que ça aussi, c'est un autre aspect de la colonisation, c'est-à-dire la séparation des ethnies, le diviser pour mieux régner. Donc, dans Nuit de Cine,
Senghor donne une toute autre image du village en nous montrant tous les charmes de cet espace et comment il crée des actions, des interactions entre les hommes, la nature, les étoiles et les ancêtres. Le poème il est trop long pour qu'on le lise, mais quand nous le lisons, nous voyons la présence de ces éléments-là. La nature, les humains, les étoiles, le ciel, les ancêtres qui sont réunis dans cet univers-là. Et à contrario, dans le poème à New York, Senghor montre comment la ville occidentale ne vit pas. Comment la ville occidentale, malgré son apparat, malgré son apparence de beauté, a besoin du sang noir pour vivre, du sang noir ici de Harlem. Nous en arrivons à notre conclusion pour dire ceci. À travers l'exture d'une expérience sensorielle de la nature, à travers la représentation de relations horizontales entre l'homme et les éléments de la nature, à travers la sacralisation de la terre et des eaux, la représentation du village, comme nous venons de le montrer, comme symbole de l'antimodernité coloniale, nous avons essayé de voir comment la poésie senghorienne remet en cause la logique selon laquelle l'euromodernité est le seul moyen de manifester une présence effective dans le monde. Au cœur de cette poésie sont inscrites une vision du monde non anthropocentrée qui fait prendre à l'homme la conscience qu'il n'est pas un être face ou dans la nature, mais qu'il est un être avec la nature. Il est inscrit aussi une conscience écologique qui n'est pas eurocentrée, mais qui se nourrit d'une pensée africaine dans laquelle l'homme et les autres éléments de la nature entretiennent des réseaux de relations non plus de domination, mais d'égalité et de complémentarité. Je vous remercie.